Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à l'occasion de ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 6 mai 2025, il est 18 h et voici les titres qui font l'actualité. Inversement des températures et hiver plus rude, la vallée de l'Arve a connu une dégradation de la qualité de son air entre octobre et février en comparaison aux années précédentes. Nous ferons le point en début d'édition. Le nouveau visage de l'école Carnot se dessine petit à petit à Annecy. La première phase des travaux vient de s'achever, un chantier nécessaire dont le coût a triplé en 10 ans. 16 pics de pollution ont été signalés dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie cet hiver, soit 5 fois plus que la saison 2023-2024. Une qualité de l'air détériorée qui s'explique en grande majorité par l'inversement des températures, un phénomène météorologique qui maintient les polluants au sol. Plus de précisions dans ce reportage. La qualité de l'air dans la vallée de l'Arve s'est détériorée cet hiver et ce n'est pas une surémission de polluants qui serait le principal coupable, mais plutôt les conditions météorologiques. On a eu un hiver beaucoup plus rigoureux que celui d'avant. Donc des besoins souvent en chauffage qui sont supérieurs, mais aussi et surtout des inversions de température qui sont là, très marqués et qui vont accumuler les polluants jour après jour et qui vont du coup déclencher ces pics de pollution. Donc on a eu une quinzaine de pics, on va dire 8 sur la première partie de l'hiver et 8 sur l'année 2025, sur la partie 2025 de l'hiver. Si près de 2 tiers de la pollution serait liée au chauffage au bois, d'autres polluants sont à surveiller comme le trafic routier et les industries. La multiplication des épisodes sahariens, conséquence du dérèglement climatique, a également un rôle à jouer dans certains pics de pollution. Pour réduire l'impact de ces derniers, l'État a mis en place un PPA, un plan de protection de l'atmosphère dans les années 2010. Depuis, une nette amélioration de la qualité de l'air a été constatée avec plus de 4 fois moins de pics de pollution. Des progrès qui semblent atteindre un plateau, car si les particules PM10 continuent de baisser légèrement, les PM2,5 restent stables. Sur les PM2,5, on observe un petit peu une baisse en tout cas moins forte, voire une stabilité ces 2-3 dernières années, alors que l'on soit dans la vallée de l'Arve ou aussi à l'échelle régionale. Donc bien sûr, ça nous interroge. Donc on interroge aussi les scientifiques sur cette stabilité des niveaux qui nous rassure en disant qu'on est bien en train de donner les bons conseils, que ce sont bien toujours ces foyers au bois non performants sur lesquels il faut travailler et qui vont nous permettre de baisser ce niveau à la fois de pic et de fond sur les particules. Si le nombre de pics de pollution a augmenté cet hiver, il reste tout de même en dessous du seuil maximal des 35 jours autorisés par la réglementation européenne. Mais si actuellement seuls les PM10 sont pris en compte, une directive européenne prévue pour 2030 devrait changer la donne. Si l'on introduit aujourd'hui cette directive sur les PM2,5, ça veut dire qu'on va avoir des pics de pollution liés au PM2,5, alors qu'aujourd'hui ils sont liés au PM10, et en plus avec des seuils qui sont revus et qui sont un peu plus sévères qu'avant proportionnellement. Et donc effectivement, là où demain on aurait 18 jours de droit à polluer, aujourd'hui on est plutôt autour d'une trentaine de jours qui sont pollués. Donc l'enjeu c'est bien de diminuer ce nombre de jours de pics de pollution en travaillant sur l'ensemble des sources. Plus globalement sur l'année 2024, une baisse d'oxyde d'azote est également à noter. Une évolution due au renouvellement du parc automobile et à la fermeture temporaire du tunnel du Mont-Blanc. Les travaux du groupe scolaire Carnot se poursuivent dans le centre-ville d'Annecy. Le projet prévu par la mairie depuis plus de 10 ans a débuté cet été. La première des 4 phases du programme de rénovation vient de s'achever. Un chantier d'envergure coûteux mais nécessaire pour ces bâtiments vieux de plus de 100 ans. Jules Demeur et Maxence Landillon ont pu visiter la portion est des locaux rénovés. La partie ancienne, toujours en travaux, fait désormais face aux bâtiments flambant neufs. Une passerelle et une façade vitrée viennent d'être installées dans l'extension de l'école Carnot, la première étape d'un long chantier débuté à l'été 2024, un projet prioritaire mais aussi nécessaire pour la mairie en place. On voit que le chantier avance dans les délais impartis, donc il y a toujours des petits décalages, mais on est très content parce que ça fonctionne très bien. Quelques péripéties comme tout chantier, mais je suis content et surtout content pour les parents et les enfants. C'est vrai que ce n'était plus fonctionnel et qu'il y a un réel besoin de confort pour ceux qui l'utilisent. Inaugurée en 1910, cette école historique porte les marques de dizaines de générations passées par ces couloirs. Dans les tuyaux depuis 2014, les travaux nécessitaient initialement une enveloppe de 5 millions d'euros.
10 ans plus tard, la conjoncture économique a triplé les coûts de transformation, une augmentation assumée par la municipalité. Cette dernière a dû faire des concessions. On a eu plusieurs options. On est allé chercher des subventions. On a eu à peu près un peu plus de 2 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme sur un projet à 15 millions. Mais l'école, c'est vraiment la compétence première d'une ville. Les enfants, c'est notre compétence première. Donc on a assumé, on a payé ces 15 millions d'euros. Et après, on a dû venir ajuster sur d'autres projets. Mais comme les générations futures sont notre pilier du mandat, c'était vraiment important pour nous de mettre cet argent. La deuxième phase du chantier est en cours. Elle composera jusqu'à l'été avec la poursuite des enseignements dans les autres parties de l'établissement. À terme, le bâtiment central accueillera au deuxième étage les classes de primaire et au rez-de-chaussée les élèves de maternelle. C'est une grosse restructuration où on agrandit toutes les salles de classe. On tourne toutes les salles de classe de 90 degrés. On va recréer une façade rideau à l'extérieur. On aura toutes les circulations, les escaliers horizontales et verticales pour desservir toutes les salles de classe. Ces aménagements devraient permettre la création de 4 salles de classe supplémentaires. Elles porteront ainsi la capacité d'accueil à près de 500 élèves contre 350 actuellement. Chaque année, il rassemble entre 5 et 7 000 personnes. Du 12 au 22 août prochain, l'Impérial Annecy Festival revient pour une nouvelle édition un peu particulière puisque l'événement fête cette année ses 10 ans d'existence. Réunis ce mardi, les organisateurs ont dévoilé la programmation anniversaire de ce rendez-vous culturel qui mêle spectacles d'humour mais aussi concerts de musique classique et de jazz. Chloé Lemeur a assisté à cette conférence. Les détails avec son reportage. Faire une programmation la plus généreuse possible. Une programmation généreuse et surtout très spéciale. Cette année, c'est une édition anniversaire pour l'Impérial Annecy Festival. Grand rendez-vous culturel de l'été, l'événement va en effet fêter ses 10 ans en août prochain. Et pour l'occasion, la direction du festival a souhaité marquer le coup. Effectivement, on s'est dit, allez, on va réinviter aussi des artistes qu'on avait eus, qui étaient disponibles. Et puis on a des nouveaux, on a des jeunes, des un peu moins jeunes, on a tous les styles. On passe de Esther Abrami, qui est toute jeune, à Rhoda Scott, qui est un peu moins jeune et qui est déjà venue. Esther Abrami aussi est déjà venue d'ailleurs. Verino qui revient et qui a tellement de plaisir à revenir avec son nouveau spectacle. C'est très dynamique et encore une fois, je pense que ça va être un festival à succès. Ouais. Entre figures montantes et artistes reconnus, l'objectif est de rassembler tous les publics. Côté humour, les festivaliers pourront par exemple retrouver Roman Doduic. Figure plébiscitée par la jeunesse aux plus de 4 millions d'abonnés, l'humoriste viendra présenter son spectacle Adorable. Ce spectacle, il explique comment fonctionne cette génération Z, pourquoi elle s'épanouit autant sur les réseaux sociaux et quels en sont les dangers aussi, parce que Roman Doduic est très militant sur le cyberharcèlement, il a été lui-même harcelé quand il était jeune. C'est sur des sujets hyper intéressants et qui vont décoder toute une époque, toute une génération et dans laquelle évidemment les ados vont se reconnaître et les parents et grands-parents vont adorer aussi parce que pour la première fois, ils vont rencontrer un artiste qui va de manière très pédagogique leur donner en fait le mode d'emploi de leurs enfants et de leurs ados. Christine Zayed, Mandy Le Rouge, Esther Abrami. En musique classique aussi, la programmation se veut éclectique. Avec cette année la venue de l'acteur Lambert Wilson et le musicien Xavier Demestre. Le duo jouera pour la première fois les Nuits Fantastiques. Les Nuits Fantastiques, qu'est-ce que c'est ? C'est Lambert Wilson, comédien sur scène, qui lit les grands auteurs, Alfred de Musset, Oscar Wilde, qui va aussi aller chercher chez Edgar Allan Poe et qui crée en fait un fil narratif et sensible avec la musique, avec les pièces du répertoire classique que propose Xavier Demestre à la harpe. Et ce qui est très beau, c'est que c'est un projet mis en scène avec de la lumière, de la scénographie, mais c'est surtout un projet intime. Côté jazz, des têtes d'affiche telles qu'Avishai Cohen, Veronica Swift, Catherine Russell ou encore Rhoda Scott sont aussi prévus. Et au total, ce sont une vingtaine de spectacles programmés du 12 au 22 août prochain. À noter que la billetterie du festival est actuellement accessible en ligne sur place à l'Impérial ou encore à l'Office du tourisme. Côté tarifs, les concerts de 18h sont gratuits et sans réservation, mais pour ceux prévus à 21h, comptez entre 10 et 38 €. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de suivre l'information sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Tout de suite, Thierry Paulme vous donne des nouvelles du temps. Mais juste avant, on se quitte avec des images de sensations fortes. Ce jeudi 1er mai, après avoir gravi l'Aiguille Verte via le couloir Couturier, les deux speedriders au Savoyard, Hugo Gérola et Edgar Pascal, ont posé leur ski dans la mythique niche des Drues. Un mur de neige de 200 mètres perché au-dessus de 2000 mètres de vide
ce qui s'apparente déjà à un petit exploit en soi. En 2024, le guide Guillaume Pierrel l'avait descendu à ski suivant les traces de l'audacieux snowboarder Bruno Gouvi qui avait dévalé cette pente raide pour la première fois en 1986. Les deux athlètes nous ont fait parvenir ces belles images et cela donne 1 minute 30 assez impressionnante. Je vous laisse apprécier. Quant à l'information, elle revient ce mercredi à 18h avec un nouveau journal. À bientôt.